Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un texte assez particulier. Un manifeste radical signé d'un certain Guidig. Et son projet, c'est rien de moins que de faire exploser notre rapport au langage pour le reconstruire de A à Z. C'est provocateur, c'est poétique et ça se coupe pas mal. Allez, on y va. Le manifeste s'ouvre là-dessus, sur cette phrase de Nietzsche. Ça pose l'ambiance, direct. On comprend qu'on ne va pas parler de grammaire de façon académique. Non, on va parler d'un langage qui a à voir avec la chair, la vie, la mort. C'est une entrée en matière plutôt intense, qui nous prépare un peu au choc du texte. Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser le diagnostic. Pourquoi notre langage est malade? Ensuite, on fera l'autopsie des fameuses phrases mortes qui nous contaminent tous. Après ça, le traitement de choc, la purification par le feu. Et on terminera avec la prescription pour une renaissance, une nouvelle grammaire, basée non plus sur des mots, mais sur la sensation. On attaque donc avec la thèse centrale du manifeste, l'idée que notre langage, cet outil qu'on utilise tous les jours pour penser, pour communiquer, eh bien, il est fondamentalement cassé. L'idée ici, elle va complètement à contre-courant de ce qu'on pense d'habitude. Pour Guidig, l'humain n'a pas nommé les choses pour décrire le monde, non. Il l'a fait pour maîtriser sa peur. Nommer la pierre, le ciel, c'est une manière de mettre le chaos en boîte, de conjurer ce qui nous terrifiait. Et c'est ça qu'il appelle le premier mensonge sacré, croire que le mot contient la chose elle-même. Et là, on assiste à une sorte de dégringolade du langage. Au début, c'était un acte magique, une incantation qui avait un vrai pouvoir sur le réel. Et puis, petit à petit, le mot a été récupéré, capturé par les institutions, et il est devenu un simple outil de contrôle. Il s'est transformé en code, en loi, en uniforme. Son but n'est plus de révéler le monde, mais de l'encadrer, de dicter ce qu'on peut dire, et donc ce qu'on peut penser. Et c'est là que Guidig fait une distinction qui est super importante. Il y a deux types de langage. D'un côté, le langage de surface, celui qu'on utilise tous les jours, qui est utile, fonctionnel. Et de l'autre, il y a le langage d'abîme, celui qui est plus hésitant, qui tremble, mais qui est vrai. Et selon le manifeste, ce langage-là, le profond, il est en train de mourir, complètement étouffé par notre communication moderne. Et ça, c'est la question qui fait mal. Si nos mots définissent les frontières de notre pensée, est-ce qu'on est prisonnier? Le manifeste suggère que oui, complètement, que notre langage est devenu une cage tellement familière qu'on ne la voit même plus. Allez, on passe à la deuxième partie. Maintenant, on va disséquer les maladies de notre langage. On va identifier les symptômes de cette zombification que Guidig décrit. Le concept central de cette partie, le voici. Les phrases mortes. Ce sont ces formules toutes faites, bien lisses, bien vides, qu'on entend absolument partout. Guidig, il les décrit comme des anticorps de la pensée. C'est-à-dire qu'elles sont conçues pour neutraliser, pour étouffer toute idée qui sort un peu du cadre, toute émotion qui serait un peu trop forte. Et le point crucial, il est là. Ces phrases, elles ne sont pas faites pour réfléchir, elles sont faites pour gérer. Leur but, c'est de rassurer, de lisser les angles, de rendre l'insupportable gérable, justement. Par exemple, quand on parle de coût humain au lieu de parler de souffrance, eh bien on utilise une phrase morte pour anesthésier la réalité. Le manifeste nous offre une vraie galerie des horreurs. Ces spécimens, on les connaît tous. Des ajustements sont nécessaires pour ne pas dire on va virer des gens. Les chiffres sont clairs pour couper court à toute critique. On les reconnaît, pas vrai? Elles sont partout, dans nos mails, nos réunions, dans les médias. Bon, le diagnostic est posé. Face à ça, le manifeste ne propose pas une petite réforme, non, il propose une révolution, un vrai traitement de choc. On passe à la purification par le feu. Ici, Guidig nous invite à un acte symbolique qui est très fort. L'idée, ce n'est pas de brûler des livres au hasard, évidemment. C'est de brûler le langage mort qu'on a en nous. C'est un rituel de purification pour se débarrasser du poids de ces mots qui ne vivent plus, de ces phrases qui nous empêchent de ressentir les choses. C'est une image ultra violente, mais elle traduit vraiment la nécessité de l'acte. Pour faire de la place à quelque chose de nouveau, à un langage qui soit vivant, il faut une rupture, une destruction consciente. C'est une sorte d'accouchement dans la douleur. Et voilà les cibles. Le manifeste est très précis. Il s'en prend au jargon d'entreprise, à la langue de bois politique, à tous ces mots qui sont devenus des coquilles vides. C'est une invitation à faire un grand ménage linguistique pour retrouver un contact plus direct, plus brut avec le réel. Alors, ok, on a tout détruit. Et après, il reste quoi? C'est la dernière partie, la plus audacieuse, la proposition de Guidig pour un tout nouveau langage, qui serait fondé non plus sur l'intellect, mais sur le corps. Et voilà le concept clé de cette reconstruction, le frisson. C'est quoi? C'est cette vibration intérieure, cette sensation brute qui arrive avant même la pensée, avant les étiquettes. Ce n'est pas une émotion précise comme la tristesse ou la colère, non. C'est l'onde de choc initiale qu'on ressent avant de mettre un mot dessus. C'est le langage premier du corps, en fait. Et pour mesurer ces frissons, Guidig imagine une sorte d'échelle de Richter, mais pour les tremblements de l'être. L'échelle va du niveau 1, la conformité totale, où l'âme est silencieuse, jusqu'au niveau 10, la rupture complète, la dissolution du soi,
là où les mots ne sont même plus nécessaires. C'est une véritable sismographie de notre conscience. Mais alors, comment on exprime ces frissons? Pas avec une syntaxe classique, sujet-verbe-complément, non, avec cette formule. C'est une sorte de cartographie de ce qui se passe à l'intérieur. D'où vient la sensation? Quelle est son intensité sur notre échelle? Vers où elle va? Et quelle trace elle laisse en nous? Bon, ça peut paraître un peu abstrait, mais regardez ces exemples, ça éclaire tout. La protophrase « moi, 6, vers dehors, fracture », ça n'explique rien. Ça cartographie un événement intérieur. La communication, ici, ça devient une tentative de partager une vibration, et non plus de partager une opinion. Et le manifeste se termine là-dessus, sur une réécriture radicale du « je pense donc je suis » de Descartes. L'existence, elle n'est plus prouvée par la pensée, mais par la capacité à ressentir, à vibrer. C'est une invitation à se demander si les mots qu'on utilise viennent de notre tête ou de nos entrailles. De quoi nous faire frémir, justement,